Akateli, Achekai, Anokai. Ibe nanani wa ibe nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana halikene malala, abe mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé. Ukasimanko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songonda matemedia. Andi baratelima, telima wadaka ditro. Sojo na la fiera, petiri ke la fiera. Ibe nanani here, mali on severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Exdox, songonda matemedia do. Ani simankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songonda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogono tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Premier numéro de votre émission, le grand rendez-vous de l'année 2026. Merci pour la constance, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le grand rendez-vous dédié pour ce numéro UNO de l'année 2026 au Conseil économique, social et culturel. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir et l'insigne honneur d'accueillir le président de cette institution, de ce conseil, j'ai envie de dire, en la personne de M. Louis Cheikh Sissoko. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Astan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir, j'ai envie de dire. Oui, le plaisir est partagé. Louis Cheikh Sissoko, l'homme qui a plusieurs cordes à son arc, a pratiquement 24 ans d'années professionnelles, d'expérience professionnelle, qui débute avec l'association Open Mali. Comment ont été les débuts? Oui, effectivement, Open Mali a débuté en 2002. À l'époque, j'étais encore moi-même à l'école. Et nous avons décidé de créer une association pour pouvoir soutenir nos frères et sœurs qui vivaient dans la rue. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions eu la chance d'aller à l'école. Et tous les jours, lorsqu'on rentrait à la maison, on voyait nos frères et sœurs au bord des goudrons, en train de demander de l'argent. Et c'est vraiment ce qui nous a touchés, c'est ce qui nous a poussés à vouloir créer Open Mali pour pouvoir soutenir les enfants de la rue, pour pouvoir soutenir les enfants mendiants afin de leur permettre d'accéder à l'éducation. Et donc l'aventure a commencé en 2002 et depuis 2002, Open Mali n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, Open Mali est une ONG qui est reconnue sur le plan national, qui a un accord cadre avec le gouvernement et qui a aussi beaucoup de partenaires. Après Open Mali, on vous connaît en tant que manager, formateur, directeur exécutif, chef d'entreprise ou encore même chargé de mission à la présidence du Mali. Et aujourd'hui, vous êtes président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Quel est le secret pour garder une constante évolution dans tout ce que vous faites? Je pense personnellement qu'il faut avoir une vision. Et lorsqu'on vous confie une tâche, il faut pouvoir relever le défi et pouvoir atteindre les objectifs qu'on vous assigne. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire dans mon parcours professionnel. Comme vous l'avez dit, j'ai un parcours professionnel assez varié. J'ai touché à de nombreux secteurs, que ce soit le privé, que ce soit le public, que ce soit le monde des ONG. Et à chaque fois, mon objectif, c'était d'atteindre des résultats et de pouvoir délivrer. Comment faire pour ne pas que notre passage soit vain, pour ne pas qu'on vous oublie, qu'on dise, bon, c'est quelqu'un qui est juste passé par là. Non. Lorsqu'on vous confie une mission, il faut la remplir dignement. Il faut délivrer
Et il faut surtout, comme je l'ai dit, atteindre les objectifs assignés. C'est ce qui fait que j'ai eu la chance de travailler à la présidence pendant près de 8 ans. J'ai côtoyé 2 chefs d'État, j'ai travaillé pour cette institution. Ensuite, je suis retourné dans mon monde, le monde des ONG. Je suis retourné en qualité de directeur exécutif de l'ONG Open Mali. Et j'ai eu la chance après de pouvoir être élu à la tête du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Donc, vous verrez que ce n'est pas un parcours de tout repos. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a des situations qui se présentent, il faut toujours saisir une autre opportunité. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Parlons à présent de votre rôle en tant que président du Conseil économique, social et culturel. On sait qu'il y a une institution similaire ici au Mali, mais ça va sur le plan international, au niveau international de l'Union africaine. Comment, sous quel mandat, sous quel signe est placé votre mandat? Déjà, il faut savoir que le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine est un organe consultatif qui a été créé par les chefs d'État lors de la transition entre l'OUA et l'Union africaine, pour pouvoir permettre à l'Union africaine d'être cette organisation qui est à l'image de la population, pour pouvoir avoir maintenant une Union africaine qui est dirigée par les peuples et qui tient compte justement des besoins, des aspirations de son peuple. Donc c'est dans ce cadre-là que, lors de la transition, les chefs d'État ont décidé de créer cet organe qu'on appelle l'ECOSOC en anglais, qui est le Conseil économique, et qui a justement pour mandat de pouvoir influer sur les politiques et décisions prises par l'Union africaine. Donc notre rôle au sein de l'Union africaine, c'est de pouvoir porter la voix des citoyens. Porter la voix des citoyens lorsque des décisions sont prises, lorsque des consultations ont lieu et lorsque nous estimons que les populations doivent se faire entendre par les personnes qui nous dirigent. Donc c'est à ce titre-là que j'occupe cette fonction, que j'essaie de remplir autant que possible. Et nous avons dans notre organisation 10 clusters. Ça veut dire qu'il y a 10 commissions qui sont des commissions thématiques. Vous avez le genre, les affaires politiques, vous avez aux enfants, vous avez tout ce qui est énergie, infrastructure. Donc c'est vraiment 10 commissions qui sont dirigées aussi par des présidents qui sont aussi élus en même temps que moi. Et nous avons un mandat de 2 ans. Voilà. Nous avons un mandat de 2 ans. Il faut rappeler que vous êtes à mi-parcours. Déjà une année. Déjà une année. Et les 1 année auront effectivement lieu en février 2026, dans un mois, lors du prochain sommet de l'Union africaine. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que cet organe, grâce au travail que nous faisons, est beaucoup plus visible et participe activement à la vie de l'Union africaine. Aujourd'hui, l'ECOSOC est un organe incontournable dans la vie de l'Union africaine. À chaque fois que les différents organes, que ce soit le Conseil exécutif ou même l'Assemblée des chefs d'État, veut prendre des décisions, souvent on nous demande notre avis. On dit qui parlez au nom des peuples africains. Quel est votre avis sur telle ou telle question? Et on conseille, on produit des notes, on fait des policy papers, on fait des policy briefs, chefs d'État, à l'attention aussi des ambassadeurs permanents à Addis. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une continuité, vous êtes la voix du peuple, c'est comme si vous assurez la transition entre ceux qu'ils veulent et ceux qui sont censés décider pour eux. Oui, disons plutôt que on surveille. Voilà. Nous avons un mandat aussi qui nous permet de pouvoir surveiller les décisions qui sont prises et de pouvoir les évaluer. Et aussi de pouvoir faire des inputs dans les textes. Donc, à chaque fois qu'il y a des grandes réformes ou qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises au sein de l'Union africaine, on nous consulte. Et même si on ne nous consulte pas, nous-mêmes, on fait en sorte que la voix des populations soit entendue sur tel ou tel sujet. Au cours de cette année, nous avons touché à diverses thématiques, que ce soit l'environnement, que ce soit la réforme globale du système des Nations Unies, mais également la réforme du système financier mondial. Nous avons touché aux différentes thématiques qui, pour nous, ont un impact direct sur les populations africaines. Et c'est vraiment un travail qui n'est pas de tout repos.
Et souvent, vous savez, quand on est de la société civile, on ne fait que proposer. Nous, notre rôle, c'est de proposer, on ne décide pas. Et il y a peut-être ce sentiment de frustration qui peut arriver parce qu'on se dit, bon, ok, on a proposé telle et telle chose, mais les dirigeants n'ont pas tenu compte de nos propositions. Parce que l'ECOSOC, on intervient vraiment dans tout ce qui est, par exemple, changement anticonstitutionnel de gouvernement, dans tout ce qui est élection. Donc souvent, nous avons des points de vue qui sont un peu différents de certains points de vue qui sont exprimés au niveau de l'institution. Mais nous restons quand même... Cela n'empêche, vous jouez toutefois votre rôle. Tout à fait, tout à fait. On joue notre rôle et on dit à qui de droit ce qui doit être dit. On n'est pas obligé de sortir publiquement et de dire qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle position prise par l'Union africaine, mais en interne, on fait le travail nécessaire pour que nos positions soient entendues. Même si elles ne sont pas prises en compte, elles sont au moins entendues. Et je dois dire que l'Union africaine est quand même la seule institution sur le plan international qui donne autant de place à la société civile. En ma qualité de président de l'ECOSOC, je participe à tous les sommets des chefs d'État de l'Union africaine. Je suis dans la salle avec les autres chefs d'État. J'ai la possibilité de prendre la parole et d'intervenir et d'exprimer le point de vue des populations. Aucun autre organe, aucune autre institution, à ma connaissance, ne donne autant de latitude à une organisation de la société civile. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que aujourd'hui, l'Union africaine a ce souci-là de pouvoir écouter les populations. Écouter et agir sont deux choses différentes. Mais de l'écoute, l'action peut venir aussi. C'est ce qu'on espère, c'est pour ça que nous sommes là, hein. C'est pour ça que quotidiennement nous faisons le plaidoyer que nous faisons. C'est pour ça que nous produisons beaucoup de recherches, nous produisons beaucoup de documents pour pouvoir guider le processus de prise de décision des chefs d'État. Vous verrez que par exemple, lors de la dernière COP, nous avons fait nos roadmaps de la société civile pour souligner les points qui sont importants pour les populations africaines en ce qui concerne l'accès à l'eau, en ce qui concerne la transition énergétique. Vraiment, toutes ces thématiques-là, nous avons fait des études dessus et nous avons fait des propositions concrètes. Et même pour avoir une position commune de l'Afrique par rapport à toutes ces questions. Le thème de l'année passée, c'était, par exemple, avait un lien avec la réparation. Et donc, nous avons joué un grand rôle pour pouvoir mobiliser non seulement la société civile sur le continent, mais également de la diaspora. Parce que quand on parle de réparation, il s'agit quand même de nos frères et sœurs qui sont issus de ce trafic illicite d'esclaves à l'époque, qui viennent de cela. Et il s'agit aussi, donc la diaspora a un rôle principal à jouer dans ce combat-là. Donc nous avons mobilisé la diaspora sur cette thématique pour pouvoir avoir leurs inputs. Parce que la réparation, elle ne peut pas être que monétaire. Elle est plus morale. Elle est beaucoup plus morale. Reconnaître le tort qui a été fait, avoir des positions fortes, demander des excuses officielles de la part des États qui sont venus nous coloniser, qui sont venus enlever de force parfois nos parents de l'époque. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là autour de la réparation. Il y a aussi tout ce qui est culturel qui a été volé. Nous savons que certains États ont commencé à restituer. Voilà. Mais ce n'est pas assez. Il reste encore beaucoup d'autres objets qui viennent de chez nous, qui sont dans les musées en Europe et dans d'autres parties du monde, qui doivent être restitués à nos pays respectifs. Donc c'est vraiment vous dire que c'est une fonction qui nous permet de toucher différentes thématiques qui sont aussi diverses les unes que les autres. Mais dans tous les cas, je ne suis pas seul. J'ai une équipe qui est derrière moi, j'ai un secrétariat qui est basé en Zambie, à Lusaka, qui m'aide beaucoup. On a aussi des commissions ad hoc composées de spécialistes de toute l'Afrique et du monde qui réfléchissent aussi sur ces différentes questions-là.
D'accord. Au-delà de ça, vous avez évoqué un point sur lequel je souhaiterais revenir, l'aspect culturel. On sait que le conseil même est constitué sur des volets économiques, sociaux, mais aussi culturels, sur le plan culturel. Comment faire en sorte que l'Afrique puisse autant garder sa dignité, son intégrité, surtout que vous avez, l'année dernière, l'Union africaine a décidé d'aller sur la réparation et à travers la restitution, mais aussi des excuses publiques. Mais pour le conseil, comment ça se passe? Alors, l'aspect culturel fait partie de notre mandat. Donc, je dois dire que c'est vraiment pour nous un aspect important. Au cours de l'année écoulée, nous avons fait quelques activités qui ont rapport avec l'aspect culturel, mais malheureusement, je dois l'avouer, la culture n'est pas une priorité. Elle n'est pas une priorité non seulement compte tenu des urgences que nous gérons. Je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'États africains, il y a beaucoup plus urgent pour les dirigeants que... Oui, mais c'est pas, c'est le dire comme ça. Quand vous le dites comme ça, on peut le comprendre, mais quand on sait que, on dit que l'Afrique a sa propre identité culturelle, quand on sait que souvent, il y a des gens qui voyagent de région en région juste pour voir à cette identité culturelle, mais comment comprendre le paradoxe quand on sait que quelque part, l'aspect culturel ne figure pas sur les urgences, la liste des urgences, les priorités de l'institution. Comment comprendre le paradoxe? Je pense que ce n'est pas que l'institution, hein. C'est même dans nos pays. Il faut voir dans les budgets qui sont accordés aux différents ministères de la culture. Dans beaucoup de pays, c'est des 0, c'est des 1, 2, 3% à peine des budgets nationaux. Voilà. Donc c'est pour dire que il y a ce travail à faire sur le plan pour pouvoir donner à la culture la place qu'elle mérite. Et nous, au sein de l'ECOSOC, nous avons pris conscience de cela et nous faisons ce plaidoyer-là pour que les États puissent augmenter les budgets qui sont alloués aux différents ministères de la culture pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. En outre, nous sommes en discussion avec différents partenaires pour pouvoir mettre en œuvre des activités dans ce sens-là. Nous sommes aussi en discussion avec d'autres organisations internationales sur ce plan-là. Mais je dois dire que pour nous, la culture est un pilier essentiel de notre continent qu'il faut non seulement préserver, mais qu'il faut davantage renforcer. Voilà. J'ai eu la chance de visiter d'autres pays, on va dire ça comme ça, où j'ai vu à quel point ils mettaient l'accent sur les musées, à quel point ils mettaient l'accent sur leur histoire. Mais quand je vois un peu ce qui se passe sur le continent, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de voir qu'un continent si riche culturellement n'arrive toujours pas à vendre cette culture. Quand je dis vendre, je pense que ce n'est pas vendre sur le plan monétaire, mais c'est s'imposer. S'imposer. Pourquoi la culture africaine aujourd'hui est à ce stade-là? Pourquoi que... En fait, je pense que c'est vraiment des questionnements qu'on doit se poser et c'est vraiment, pour moi, un domaine qu'il faut renforcer et qu'il faut vraiment renforcer parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est cette culture qui va rester à nos enfants, qui va rester aux générations futures. Et si dès maintenant on commence à perdre cette culture, à perdre non seulement certaines valeurs culturelles, mais également certaines histoires. Parce que c'est ça le drame. C'est que le drame, c'est de faire raconter l'Afrique par de tiers-monde, alors qu'on peut bel et bien raconter l'histoire par les Africains, que les Africains racontent l'histoire de l'Afrique eux-mêmes. Pas qu'on peut, on doit. Les Africains doivent prendre le lead, justement, de leur propre histoire. Ce n'est pas normal que ce soit des historiens venus d'autres continents qui viennent nous raconter notre histoire. Donc, je reste convaincu que la culture peut jouer un moteur central dans le futur, même dans le développement économique de nos États. Il y a beaucoup de sites culturels qui peuvent faire venir de nombreuses personnes, qui peuvent permettre de développer une économie touristique. Vous avez des États en Afrique où l'économie est en grande partie basée sur le tourisme. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent leur histoire.
Ils permettent aux gens de découvrir leur histoire. Et dans ce contexte-là, le Mali a d'excellents sites culturels. Le Mali aujourd'hui a une histoire qui résonne par-delà les océans et les mers. Quand on parle de Tombouctou, partout où je vais, si je dis je viens du Mali, souvent ils ne connaissent pas le Mali. Quand je dis Tombouctou, ils connaissent Tombouctou. Et donc, on doit pouvoir quand même, pour moi, jouer sur ces points-là. La promotion de la croissance et le développement économique, j'ai envie de dire, de l'Afrique, on sait que l'Union africaine a fait de ce levier de ses actions quand même est très importante pour l'Union africaine, mais pour l'ECOSOC, comment est-ce que vous allez vous aligner sur ces mêmes questions afin de permettre la croissance et le développement économique de l'Afrique? Oui, en fait, pour nous, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas d'autre choix que d'aller vers le développement. Nos États doivent être en mesure de pouvoir donner à leur population l'accès aux besoins de base, si je peux m'exprimer ainsi. L'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Vraiment, aujourd'hui, c'est difficilement compréhensible qu'après 60 ans d'indépendance pour certains États, on n'arrive toujours pas à amorcer réellement le développement économique. Donc pour nous, à l'ECOSOC, nous pensons que les États doivent travailler de concert pour pouvoir vraiment amorcer réellement leur développement économique. Et pour ça, nous soutenons l'initiative en cours, par exemple, d'avoir un marché unique en Afrique. Nous soutenons ces initiatives-là, que ce soit la libre circulation des biens et services et personnes, bien sûr, mais également que ce soit les facilitations de transport des marchandises. Je pense que l'Union africaine a lancé quand même cette grande initiative par rapport à cela. Et nous avons fait plusieurs rencontres dans ce cadre-là pour dire à quel point il est important d'aller plus vite vers la mise en œuvre de cela. Mise en œuvre, est-ce qu'on peut aussi parler dans cette ambition de développement économique, croissance économique, de la suppression de cette question de visa pour l'Afrique? Quand on sait que c'est un seul continent, mais pour se déplacer d'un point à un autre, souvent il faut forcément le visa. Ça fait mal. Ça fait mal quand on va d'un pays africain à un autre, qu'on nous dise il faut avoir un visa, ou qu'on nous refoule parfois parce qu'on n'a pas de visa. Nous-mêmes, et je prends souvent ce cas-là comme exemple. Comment on peut comprendre que lorsqu'on va, je ne veux pas avoir de problème, mais comment on peut comprendre que lorsqu'on va à Addis Abeba, on doit prendre un visa pour certains pays, pour certaines nationalités. Addis Abeba, c'est quand même le siège de l'Union africaine. Donc, et je le dis souvent à mes amis éthiopiens, je dis, mais il faut revoir ça, c'est pas normal, vous ne pouvez pas abriter le siège de l'Union africaine. Et les Africains eux-mêmes... Pour venir au siège, ils doivent prendre le visa. Ça veut dire que quelque part, il y a vraiment ce problème où je pense que peut-être on n'a pas la même vision, d'accord, de ce qu'est une Afrique unie. Nous, en tant que population, pour nous, bon, il y a la monnaie unique qui va avec, il y a justement cette facilité de déplacement sur le continent. J'allais même en venir quand on sait qu'il y a des lois qui doivent entrer en vigueur de ce mois de janvier pour réduire drastiquement les frais de transport, parce que, outre les questions de visa, l'autre problème aussi, deux poids, deux mesures, c'est cette question de prix de transport qui parfois est exorbitant quand on prend d'autres régions, dans d'autres mondes, sur d'autres continents. Je suis entièrement d'accord. La mobilité en Afrique doit être revue. Voilà, doit être revue, non seulement au niveau des tarifs, mais également au niveau des moyens et des infrastructures. Je pense que nos États doivent consentir à faire beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. C'est vrai que la décision prise par la CEDEAO de mettre fin ou de réduire certaines taxes concernant le transport aérien est salutaire, et nous espérons qu'elle va permettre réellement de voir
une baisse des prix des billets d'avion dans l'espace CEDEAO au moins. Mais la CEDEAO a quand même mis en place une commission qui va faire le suivi de cela et on espère avoir un premier rapport dans les prochaines semaines pour voir réellement l'impact de cette décision-là sur la mobilité dans la sous-région. Malheureusement, nous sommes pris par le temps, mais néanmoins, je souhaiterais te permettre une dernière question. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur les ambitions de la dernière année de présidence qui doit commencer de février 2026 à février 2027, si je ne m'abuse? Je pense que nous allons continuer sur la lancée et nous allons vraiment essayer autant que possible de porter plus haut la voix de nos concitoyens, non seulement qu'ils soient maliens, enfin qu'ils soient sur le continent, mais également en dehors du continent, ça veut dire les Africains du continent, mais ceux de la diaspora. Nous allons continuer de nous battre sur la scène internationale, au niveau multilatéral, pour faire entendre les positions de vue des Africains, des populations africaines, sur toutes les grandes questions géopolitiques et géostratégiques qui va avoir lieu au cours de l'année qui arrive. Déjà, on voit comment l'année commence. Ça commence fort. Ça commence fort. Et donc, en tout cas, soyez rassurés que mon équipe et moi-même, nous serons au combat et nous ferons en sorte de pouvoir faire entendre justement cette voix de la société civile africaine. Merci beaucoup pour ces notions et on va souhaiter bon vent pour la dernière année en votre qualité de président à la tête du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Merci. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec M. Sissoko, lui chef président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, une Afrique unie, une Afrique debout, parce qu'aujourd'hui, il le faut plus que jamais. À très bientôt sur Advance TV, la télé qui est une longueur d'avance. Abara no